Nous allons commencer par écouter le professeur Stefano Manacorda, qui enseigne le droit criminel à l'Université de Naples en Italie. Le professeur nous entretiendra sur les compétences des institutions de l'Union européenne. Je rappelle aussi qu'après la dernière intervention, il y aura un moment d'échange, questions-réponses. N'hésitez pas à interroger, y compris ceux qui sont passés avant la pause. Merci. Professeur. Merci, Monsieur le Président. Merci aux organisateurs. Il me paraît indiscutable, à vrai dire, que réconfiguration du pouvoir de punir est en train de se produire comme conséquence de l'éruption sur la scène de l'Union européenne. Et c'est là de longue date, et je dirais même, tel qu'a été démontré largement, que par rapport à toute autre institution internationale, l'Union européenne, évidemment, est en train de bousculer les catégories du droit pénal, du moins dans certains domaines. Or, pour avancer sur ces terrains, je vais reprendre un des points d'interrogation dans l'argumentaire de ces colloques. On se demande, à vrai dire, si on serait en train de dessiner les contours d'un nouvel exercice de la souveraineté nationale, ce qui relèverait, et c'est la phrase qui m'intéresse, de l'identité constitutionnelle de chaque État dans ces domaines. Et au fond, l'interrogation à laquelle j'essaierai d'apporter quelques éléments de réponse dans le peu de temps qui est disponible aujourd'hui, c'est la suivante. Dans la réorganisation dynamique des compétences de nature substantielle, donc liées aux incriminations, aux sanctions pénales, quel est le rôle que l'identité constitutionnelle joue, et du point de vue du pénaliste, quel est le rôle des principes généraux du droit pénal inscrits dans la plupart des constitutions des États membres. Et plus particulièrement, est-ce qu'il y a de tels principes généraux tenant éventuellement l'identité constitutionnelle, est-ce qu'ils sont en train de contrecarrer les déplacements indéniables du ius puniendi de la périphérie au centre, du bas vers le haut, en d'autres termes du national à l'européen. Et pour essayer de trouver quelques éléments de réponse, je retiendrai ici un clivage élémentaire et pourtant essentiel à la matière, celui qui passe par la distinction entre les législateurs et les juges, car, comme j'essaierai de le démontrer, autour de ces deux pôles, les réaménagements du pouvoir de punir me semblent en effet se réorganiser de manière partiellement différente. Au fond, il me semble, et ça sera un peu le fil conducteur de ma réflexion, que les instances politiques et donc les législateurs aboutissent à des formes de médiation laissant substantiellement primer certaines des spécificités constitutionnelles en droit pénal, alors que c'est peut-être un élément de surprise, ou en tout cas un élément plus intéressant, les instances judiciaires inscrivent leur action dans le cadre d'une dimension que je trouve plus incisive, avec par conséquent l'émergence des points de rupture et des tentatives de réconciliation, pas toujours réussies, avec des points de vue parfois très nets et très affichés. Alors, dans un premier temps, l'aménagement du ius puniendi à la aune des techniques d'intégration législative, n'ayant pas un souci d'exhaustivité dans ces quelques réflexions que je vous présente, je ferai état de trois dynamiques normatives d'aménagement de la souveraineté pénale qui tiennent à la redistribution du pouvoir pénal sur l'axe vertical, institution nationale, institution de l'Union européenne, en me demandant si certains des principes de droit pénal inscrits dans les constitutions jouent un rôle ou une fonction de régulation dans cette réorganisation des compétences. Or, la première des logiques ayant entraîné un aménagement de la souveraineté pénale tient à l'émergence de valeurs économiques fonctionnelles à l'exercice des libertés économiques dans les marchés de l'Union. Sans volonté d'élaborer ici sur un terrain qui est très complexe et qui est déjà très analysé, je dirais que la mise en place du marché commun a engendré depuis presque 30 ans le développement d'instruments de rapprochement des infractions et partiellement des sanctions pénales. Donc le rapprochement, à partir de la directive sur les délits d'initiés de 89 jusqu'aux toutes récentes directives dites pénales en termes d'abus de marché, par exemple, en passant par les actions communes, les conventions, les décisions cadres. En réalité, on voit s'afficher progressivement un mécanisme de rapprochement, harmonisation des pans entiers du droit pénal et notamment du droit pénal des affaires.
Or, ce processus législatif est caractérisé par des instruments législatifs dénués d'effets directs, ce qui est tout à fait escompté, par la mise en place d'un standard minimal de protection, article 82-83 du traité sur l'Union, et par la référence essentielle à des dispositions de la partie spéciale du droit pénal qui laisse de côté la partie générale. J'appellerais ça, ce phénomène qui est très complexe et que les experts aujourd'hui présents connaissent très bien, que je n'ai pu que décrire très brièvement, une sorte de réaménagement en douceur du jus puniendi. Rien d'étonnant, les processus législatifs étant largement dominés par des exécutifs nationaux et par la reconnaissance intrinsèque d'une marge nationale d'appréciation pouvant même aboutir au retrait du processus législatif, je pense au mécanisme du frein d'urgence et aux coopérations renforcées, c'est simplement un réaménagement, comme j'ai dit, en douceur. Je dirais que par rapport à ces premiers axes d'intervention du législateur européen, la souveraineté étatique est prise en considération sans que cela empêche cependant un certain déplacement du curseur de la prise de décision des États vers l'Union. Et si on cherchait des principes constitutionnels de rattachement, évidemment, ce seraient les principes de la légalité des délits et des peines qui joueraient en termes de régulateurs des compétences. Alors, la seconde des dynamiques d'aménagement de la souveraineté pénale dont je vais faire état concerne la mise en place d'instruments d'unification pénale, donc non plus des directives, mais évidemment des règlements, et ici non plus en relation avec des valeurs économiques transnationales, mais avec la reconnaissance de valeurs juridiques propres à l'Union, dont l'Union européenne aurait la titularité directe. Et vous tous, vous savez que la référence essentielle est ici aux intérêts financiers de l'Union européenne. Or, par rapport à cette dimension ultérieure du transfert vertical, ou du potentiel transfert vertical des compétences pénales, plusieurs tentatives ont été faites. Elles ont tout dernièrement échoué. Je me réfère évidemment à la dernière version du règlement actuellement en discussion à Bruxelles concernant la mise en place du procureur européen en matière de protection des intérêts financiers. Ce que je soulignerai, c'est que ce projet a abandonné toute tentative, toute volonté d'unifier le droit pénal, que ce soit les règles de droit pénal de fond ou les règles de procédure pénale. Donc, le réaménagement radical, et non plus en douceur, du jus puniendi qui aurait pu découler d'un tel règlement n'a pas abouti. Pour revenir à notre interrogatif de départ, ici, la souveraineté étatique a été largement prise en considération. Elle a même empêché un déplacement brusque du curseur de la prise de décision des États vers l'Union. Et évidemment, ce sont une pluralité des principes, pas simplement celui de la légalité des délits et des peines qui ont joué dans ce sens, mais je ne pourrais pas les développer faute de temps. Et pour revenir au troisième axe d'intervention législative sur lequel la question de la souveraineté des principes constitutionnels se pose, c'est évidemment la référence à la mise en place d'instruments de coopération relevant de la reconnaissance mutuelle à laquelle je vais faire une courte référence. Vous tous, vous savez parfaitement que je me réfère ici à l'idée d'une libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale dans l'ensemble du territoire européen. Et aux effets limités de notre analyse d'aujourd'hui, la dimension substantielle, donc de fond, celle tenant aux infractions, aux sanctions de la reconnaissance mutuelle, apparaît largement minoritaire. Ce que je vais dire en d'autres termes, c'est que la reconnaissance mutuelle traduit l'idée du déclin d'un droit pénal européen unifié et dans une certaine mesure même du rapprochement. Je base cette affirmation sur un constat très simple qui avait été fait à l'époque de la mise en œuvre du mandat d'arrêt européen. Le dépassement de la règle de la double incrimination fait en sorte qu'on puisse faire, passez-moi l'expression, circuler librement les décisions judiciaires d'un pays à l'autre, indépendamment du rapprochement ou de l'harmonisation des incriminations nationales. Et donc, il y a une certaine marginalisation des composantes de droit pénal général et spécial, dont la modification s'avère au fond inutile. Et pour revenir encore une fois à notre interrogatif de départ, il me semble que par les biais de la reconnaissance mutuelle, la souveraineté étatique est prise en considération au plus haut degré,
car rien n'est demandé aux États membres d'autre que de reconnaître les décisions judiciaires émanant d'autres États membres, mais qui ne s'appuieraient pas sur des éléments d'incrimination communs. Or, je voudrais passer très brièvement à l'autre volet, et c'est celui non plus du réaménagement par voie législative, mais de la réconfiguration du pouvoir de punir à l'aune des dialogues judiciaires. Parce que les choses vont autrement, et j'aborderai rapidement la question au cours de cette deuxième partie, dès lors que le regard se déplace du législateur au juge. Et pour rester fidèle à notre perspective d'analyse, il s'agit de vérifier, très brièvement évidemment, comment les rapports entre la Cour de justice et les juges constitutionnels s'organisent autour de la question pénale. Et ici, je le disais tout à l'heure, plus qu'un réaménagement douceur, on a l'impression d'une reconfiguration significative de l'équilibre atteint au plan législatif, marquée, cette reconfiguration, par des prises de position fortes et parfois par des véritables points de rupture. Deux précisions peut-être avant d'analyser brièvement, selon la même structure, ce dialogue judiciaire. Tout d'abord, l'image qu'on peut retirer du paysage judiciaire est beaucoup plus fragmentaire que celle qu'on peut porter sur la dimension législative, car cette deuxième, elle prétend à l'ordre, alors que la dimension judiciaire, évidemment, elle est plus ponctuelle. Deuxièmement, ça va de soi qu'un tel dialogue est essentiellement présent en relation avec des constitutions fortes au plan pénal et des cours constitutionnels qui ont véritablement le rôle de gardienne, donc la Constitution allemande, la Constitution italienne, la Constitution espagnole. Ce n'est pas au hasard que je ferai référence aux cours constitutionnels, aux juges constitutionnels de ces trois pays. Et donc, ces précisions posées, on peut reprendre avec une certaine approximation, il faut le dire, quelques exemples relevant des trois domaines auxquels j'ai fait référence. Par rapport à l'harmonisation, nous avons assisté au cours de la dernière décennie à quelques tentatives de la part de la Cour de justice de renforcer la dimension pénale des instruments de l'Union. J'ai retenu ici parmi les décisions importantes celle de la Commission contre Conseil, datant déjà de 2005 en matière de protection pénale de l'environnement, car on sait très bien qu'à cette occasion, la Cour de justice a reconnu la possibilité pour des directives d'imposer aux États membres l'adoption des sanctions pénales, et que cela s'est traduit par la suite dans les dispositions pertinentes du traité de Lisbonne. Mais la réaction était très forte. Sur l'autre plan, celui des cours constitutionnels, je mettrais cette décision en partie en relation avec la décision du Bundesverfassungsgericht allemand, et notamment ce qu'on a appelé les Lisbon-Urteil de 2009, donc la décision prise en relation justement avec les articles 82 et suivants du traité sur le fonctionnement de l'Union, lorsque la Cour constitutionnelle allemande a très précisément dit que ces dispositions du traité devaient être interprétées de manière restrictive, car l'exercice du pouvoir de punir est lié à la souveraineté démocratique. Le deuxième passage, celui tenant à l'unification, n'a pas évidemment des penchants judiciaires, car l'unification n'a pas été réalisée, et donc on ne pourra pas retrouver des décisions de justice dans ces domaines. Mais en revanche, il me semble très important de souligner qu'un certain mouvement judiciaire s'est produit, et il est plus récent, il date de 2015-2016, même 2017, un mouvement judiciaire très significatif, un dialogue judiciaire serré s'est produit en relation avec la dimension de la protection des intérêts financiers de l'Union, ce thème mobilisateur qui est à l'origine des tentatives d'unification. Je fais référence à une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui est largement commentée en Italie, et je ne comptais pas moins de 5 commentaires, du 8 septembre 2015, qui est connu sous le nom de la partie en cause, l'affaire Tarico. Vous êtes peut-être au courant du fait que dans cette décision, la Cour de justice de l'Union européenne a accompli un pas très significatif. Elle a dit que l'article 325 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne avait un effet direct, que les États membres étaient obligés d'assurer la protection des intérêts financiers de manière adéquate, c'est qu'elle avait déjà dit, mais elle en a tiré une conséquence qu'on ne s'y attendait pas. Elle a
elle a affirmé que le juge national devait écarter les dispositions pénales en matière de prescription, car les délais de prescription imposés dans l'ordre juridique italien étaient trop courts. Or, une telle décision a eu un écho très significatif en Italie. Elle a donc amené la Cour constitutionnelle à prendre une position. La Cour constitutionnelle, en 2017, il y a quelques mois, par une ordonnance, a transmis un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne en faisant jouer, entre guillemets, le contre-limite. Je n'aurai pas ici l'occasion de commenter cette décision complexe. Je veux juste vous signaler qu'à l'origine de ce renvoi préjudiciel, il y a le souci de la part de notre juge constitutionnel quant à la portée du principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, défavorables à l'accusé. Et donc, en d'autres termes, c'est sur ce terrain qu'un dialogue judiciaire serré avec de réactions très fortes et très vives en Italie s'est établi, et ce dialogue judiciaire a amené peut-être ou amènera à faire valoir devant l'Assemblée juridictionnelle européenne la primauté de certaines valeurs inscrites dans la Constitution. Et je reviendrai maintenant au dernier point, celui de la reconnaissance mutuelle. Et là encore, un dialogue judiciaire très serré a eu lieu. Il me semble important de rappeler que juste après l'entrée en vigueur du mandat d'arrêt européen, plusieurs cours constitutionnelles s'étaient révoltées contre cet instrument. La décision la plus connue, vous le savez parfaitement, c'est la décision, encore une fois, du Bundesverfassungsgerichtshof de 2005, quand le juge constitutionnel allemand avait déclaré inconstitutionnelle la loi portant adaptation à la décision cadre du mandat d'arrêt européen. La Cour de justice a réagi à son tour, et j'ai à l'esprit surtout la décision Meloni de 2013. Cette décision concernait l'Espagne. Elle dit dans son dispositif que la décision cadre en matière d'arrêt européen s'oppose à ce que l'autorité judiciaire d'exécution, l'autorité espagnole, subordonne l'exécution d'un mandat d'arrêt européen à la condition que la condamnation prononcée par défaut puisse être révisée dans l'État membre d'émission. Ce qui est important à retenir dans cette décision, c'est que la garantie constitutionnelle inscrite dans la Constitution espagnole qui excluait toute condamnation par défaut, évidemment je simplifie énormément, a été considérée comme un obstacle négligeable de la part de la Cour de justice qui a fait primer le droit européen en faisant valoir que l'article 53 de la Charte des droits fondamentaux n'attribuait pas une telle réserve de souveraineté aux États. Peut-être, pour en terminer sur ce point, et j'en arriverai à mes conclusions dans une minute, il faudra compléter ces paysages judiciaires fragmentés, toujours en matière de coopération judiciaire, par une décision plus récente, la décision Caldararu du 5 avril 2016, toujours de la Cour de justice, lorsque la Cour de justice a reconnu que l'autorité judiciaire d'exécution doit vérifier de manière concrète et précise s'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée par un mandat européen courra, à raison des conditions de détention dans un autre État membre, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'article 4 de la Charte. C'était au fond un clin d'œil au tribunal constitutionnel allemand pour lui permettre de ne pas rentrer en conflit avec la protection des valeurs reconnues au plan constitutionnel. Alors, il me semble pouvoir en arriver à la conclusion. Je crois avoir résumé dans les 15 minutes à peu près des concepts qui auraient mérité probablement des développements beaucoup plus importants. Et donc, je m'excuse pour les caractères synthétiques, mais je tenais quand même à vous montrer comme nous avons pu assister à un certain réaménagement en douceur de la souveraineté pénale, si l'expression peut être retenue, par la voie législative, ce qui me paraît tout à fait conforme au mode de fonctionnement de la prise de décision politique. Certains se réjouissent d'un tel réaménagement en douceur, car effectivement, il peut comporter un certain respect de l'identité constitutionnelle, notamment des principes généraux que j'ai rapidement évoqués dans cette présentation. D'autres peut-être peuvent s'y
se plaindre d'un parcours qui est si lent. Parmi ceux qui se plaignent, il me semble, on peut retrouver les juges européens, car là, nous avons assisté plutôt à une reconfiguration, redéploiement du pouvoir de punir par la voie judiciaire, qui est marqué par des points de rupture assez importants. Aujourd'hui, la reconfiguration de ce pouvoir passe par un dialogue intense avec les cours constitutionnels, dont l'issue, je l'ai dit, est encore inconnue. Merci beaucoup.